En cybersécurité. Donc j'ai une petite boîte à côté qui s'appelle Nuxia. On fait de l'expertise, de la formation, de l'évaluation, de l'audit et du pentest. Et je travaille aussi avec la plateforme Alform, si vous connaissez un peu. Donc c'est le leader de la formation IT en France. C'est-à-dire on fait que de l'expertise. Chacun de son expertise. De mon côté, c'est la partie donc cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va essayer de discuter un peu de quelques mythes, discuter un petit peu de quelques disons, préjugés qu'on a vis-à-vis de la cybersécurité. Donc c'est un talk qui est un petit peu destiné à tout le monde. Donc que vous soyez en IT, que vous soyez développeur ou encore simplement même pour vous-même, donc personnellement. Donc il y aura des informations un petit peu pour tout le monde. Donc comme d'hab, je commence toujours mes formations, que ce soit mes rapports de pentest ou quoi que ce soit. Je commence toujours par cette citation de Sun Tzu qui reflète un petit peu l'état des lieux dans lequel on vit aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer 100 batailles sans jamais être en péril, qui ne connaît pas l'autre mais se connaît lui-même pour chaque victoire, pour chaque victoire connaîtra une défaite, et qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inéluctablement toutes les batailles. Donc ça a été écrit par Sun Tzu, 450 ans avant Jésus-Christ quand même, et ça s'applique exactement aujourd'hui au monde ou à notre cyberespace si vous préférez. On est donc obligé de connaître nos faiblesses, connaître à qui on a affaire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste des hackers du dimanche, mais c'est aussi des États, c'est des institutions qui visent à voler vos informations personnelles, entre parenthèses, et même si pour vous, ça ne veut représenter pas grand-chose, ou ça ne peut vraiment pas valoir grand-chose à vos yeux, mais ça vaut vraiment beaucoup de choses, donc pour beaucoup de personnes. Donc ce talk ne sera pas que théorique, vous n'allez pas que vous ennuyer, je vais essayer aussi de partager avec vous quelques petites astuces, quelques petites méthodologies. Donc n'hésitez pas, après, de toute façon vous avez mon mail sur mon site, je vous laisserai à la fin, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc déjà, dernièrement, on a vu que le domaine de la sécurité de l'information a vraiment évolué comme pas possible. Donc c'est devenu vraiment à la portée de tout le monde, et en même temps, on ne prend pas en considération plusieurs volets. Donc sans oublier le fait que ça devient vraiment très facile aujourd'hui de scanner l'entier ou l'espace entièrement de l'IPv4. Donc à savoir que dans 2 ans ou 3 ans, j'ai entendu que ça va vraiment arriver à sens, on va passer obligatoirement à l'IPv6. Là, c'est une autre problématique de cybersécurité, donc on en discutera après. On peut facilement recruter diverses sources d'informations OSINT. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc OSINT, c'est pour Open Source Intelligence. Ça veut dire qu'on va exploiter des ressources publiques, des moteurs de recherche publics, usuels ou pas, et qui nous permettront donc tout simplement de pouvoir récupérer un max d'informations sur une entreprise, sur nous-mêmes ou quoi que ce soit. Donc c'est devenu vraiment facile, c'est devenu vraiment très accessible, malheureusement. Après, aujourd'hui, ça devient vraiment très facile de compromettre de vastes infrastructures Windows. Donc avant, l'Active Directory était vraiment assez sécurisé, c'était une base. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus facile à pirater, entre parenthèses. Disons que le niveau de difficulté a vraiment changé. Après, aujourd'hui, on peut faire tout et n'importe quoi. Quand je dis faisait, je veux dire par là, tout simplement le fait de pouvoir envoyer des valeurs aléatoires à un programme, quel qu'il soit, que ce soit du web, que ce soit des programmes de base, c'est-à-dire desktop, que ce soit n'importe quel type de service, et on vise principalement, tout simplement, à pouvoir provoquer un bug. Et après, on va essayer de trouver pourquoi le bug était là, et donc pour trouver la vulnérabilité. Et donc, on peut aussi stocker, mais aussi casser d'énormes bases de hash, donc de mots de passe. Donc, nos mots de passe sont stockés sous format de hash. Et donc, on va pouvoir arriver à casser ces mots de passe plus facilement qu'avant, vu qu'on dispose aujourd'hui d'une puissance de calcul incroyable avec les GPU. Et même si vous n'avez pas l'argent pour investir, vous créez donc une petite machine au niveau cloud, que ce soit sur Azure ou Amazon, et ça va très vite. Après, bien sûr, on a eu un développement informatique qui est devenu quelque chose de social. Donc la communauté en cybersécurité améliore ses capacités. Malheureusement, au Maroc, je vois que la communauté est quasi inexistante par rapport à ce que je vois en France, au Luxembourg ou encore en Belgique. On a des événements qui sont plus intéressants. Donc, et ce qui est bien aussi, vous avez les vidéos sur Internet, les PowerPoint et tout. Donc vous pouvez revoir. Et en plus de ça, les outils qui facilitent l'attaque ou la défense sont de plus en plus disponibles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais GitHub est une source incroyable d'informations, aussi bien pour la partie cybersécurité qu'autre chose. Donc avant qu'on avance, j'aimerais bien juste démystifier 3 petits points, parce que ça devient un petit peu fou, parce qu'à chaque fois que quelqu'un utilise un outil, il se dit hacker ou autre. Donc il faut différencier en 3 volets. Il y a le hacking, il y a le pentest et il y a l'audit. Le hacking, à la base, c'était un bidouilleur, une personne qui est là pour bidouiller, pour changer l'utilisation d'un objet quelconque. Aujourd'hui, ça s'est transformé, à partir des années 80-90. C'est avec donc le Condor, entre parenthèses, Kevin Mitnick, qui avait piraté plusieurs services de télécommunications et ainsi de suite, et l'avènement de plusieurs générations de hackers, entre parenthèses. Donc ce mot
voulait dire criminel ou cybercriminel. Mais non, en fait. Ça veut dire quelqu'un de bidouilleur, ça veut dire quelqu'un qui aime le partage, ça veut dire quelqu'un qui aime tout simplement trouver des vulnérabilités, pas toujours pour casser des systèmes ou tout simplement faire du mal aux entreprises, mais principalement dans un but de recherche, et c'est toute une mentalité. Je vous invite à voir un manifeste, ça s'appelle le manifeste du hacker, ça a été écrit en 1986 par De Mentor, un hacker italien, et qui nous explique vraiment quelle est la mentalité du vrai hacker. Après, le pentest, c'est quoi? Le pentest, c'est l'utilisation des outils de hacking, ou des méthodologies qui sont utilisées en hacking, pour pouvoir déceler des vulnérabilités. C'est beaucoup plus cadré. On a un scope, si vous préférez. Donc, c'est-à-dire une portée qui est définie par l'entreprise et que vous ne devez pas dépasser. C'est-à-dire vous arrêtez un site web à une infrastructure, à récupérer des mots de passe, etc., etc. Selon le besoin du client, et entre parenthèses, dans le monde réel, selon son niveau de courage. Parce que généralement, on a toujours peur de casser la prod ou quoi que ce soit. L'audit, c'est un petit peu plus grand. Donc, l'audit peut contenir une phase de pentest, mais pas forcément, on ne l'a pas forcément dedans. C'est-à-dire qu'on peut avoir un audit qui a une vérification d'une conformité, vérification d'une configuration, ce que vous préférez. Par rapport à une norme aussi, etc., etc. On peut avoir des tests d'intrusion, ou pentest si vous préférez, au niveau d'un audit. Mais il faut bien différencier que l'audit peut aller jusqu'au niveau organisationnel. C'est-à-dire dans les politiques de sécurité, les scénarios, les use cases. Contrairement au pentest, on s'arrête à la partie technique. Mais d'où vient en fait maintenant le problème ou les problèmes en cybersécurité? Désolé, je vais un petit peu vite parce que le temps est assez limité et donc j'essaierai de partager le max de choses. Donc premièrement, le problème vient de la confiance numérique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire confiance à nos machines, on a l'habitude de faire confiance aux éditeurs alors qu'il ne faut pas. La cybersécurité, c'est aussi un choix, pas un choix, mais plutôt une action personnelle qu'on va faire tous les jours, comme on va pouvoir le voir ensemble au niveau de quelques démos que je vais vous montrer. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes responsables de notre propre sécurité. La deuxième des choses est le fait que tout soit connecté. Donc aujourd'hui, on est devant un monde où tout est connecté, tous les objets, nous-mêmes, on les utilise, nos smartphones, ils nous contrôlent entre parenthèses, les ordinateurs. Aujourd'hui, on a l'IoT, l'Internet des objets, qui va conquérir le monde si ce n'est pas déjà le cas dans quelques pays. Donc il n'y a qu'à voir les pays scandinaves et compagnie pour voir jusqu'où ça peut aller. Donc cette interconnexion est tout simplement le signe qu'on a perdu quasiment le sens des priorités. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas pris en considération l'aspect de la sécurité et on l'a sacrifié en vue de la flexibilité. Sans oublier que nous-mêmes, êtres humains, nous représentons une faille. Donc nous-mêmes, moi, vous, n'importe qui, nous sommes tous vulnérables. Nous sommes des êtres humains, donc nous sommes vulnérables. Pour les plus curieux, je vous invite à lire The Art of Deception, un livre de Kevin Mitnick, super intéressant, qui montre toutes les techniques de manipulation humaine. Donc ça démontre à quel point nous sommes faibles. Cette approche-là, et d'ailleurs il nous dit aussi un point très important, c'est qu'il n'y a pas de patch pour la stupidité humaine. Et c'est vrai, on ne peut pas corriger une erreur humaine. Le maillon faible, ça reste l'humain. Il n'y a qu'à voir les dernières vulnérabilités, les derniers use cases d'attaque, et vous verrez en fait que c'est toujours l'être humain et à cause de l'être humain. Mais en fait, principalement, comment une entreprise ou vous-même ou n'importe qui va être attaqué. Donc globalement, c'est toujours la même chose. Ou la plupart du temps, c'est la même chose. C'est soit une vulnérabilité sur votre code, au niveau des inputs, en parenthèse pour les développeurs, toujours vérifiez vos inputs. Faites jamais confiance à l'utilisateur parce que c'est là l'origine des problèmes. Mais c'est aussi grâce à des attaques qu'on va appeler du phishing ou du spear phishing. Donc le phishing, globalement, c'est le fait de pouvoir créer de fausses pages pour pouvoir tout simplement forcer l'utilisateur à vous donner des informations confidentielles lui appartenant, nom d'utilisateur, mot de passe, ou encore qui visent à infecter l'utilisateur. Donc il y a une différence entre le phishing et le spear phishing. Le phishing, quand c'est global, je récupère une base de données d'email, je bombarde tout le monde avec des mails. Le spear phishing, c'est plus intelligent. Le spear phishing, c'est quand je vais viser une personne bien spécifique, un organisme bien spécifique, une entreprise. Et c'est ce qui est notamment utilisé le plus pour propager des malwares. Il ne faut plus parler de virus, s'il vous plaît. Virus, ça n'existe plus. Antivirus, ça n'existe plus. Anti-malware, anti ce que vous voulez, solution de protection de machine, ce que vous voulez. Mais virus, c'est une notion qui n'existe plus, on va en discuter. Donc, pour faire propager ces malwares-là, c'est-à-dire logiciels malveillants, on a une nouvelle approche qui est plus intéressante de ce qu'on a retrouvé jusqu'à maintenant. Donc c'est ce qu'on appelle les APT, Advanced Persistent Threats. C'est quoi les APT? Donc vous allez trouver ce mot pour les groupes. Par exemple, si vous tapez sur Internet APT 10, c'est les groupes iraniens. APT 28, c'est les meilleurs, c'est les groupes russes, Fansivir,
etc., etc. Donc ces groupes-là, ils sont structurés, ils visent des organismes bien spécifiques. Et regardez comment ça a changé. Qui a connu un petit peu le piratage au début? Ça fait il y a longtemps, assez longtemps. Personne dans la salle? Avant, par exemple, quand quelqu'un arrivait à défacer, enfin, arrivait à compromettre un site, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait la page, il supprimait tous les fichiers, il mettait une page hacked by. C'est dépassé. L'objectif aujourd'hui, c'est pas d'entrer dans un système et le casser ou tout simplement compromettre le système. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'exfiltrer vos informations. Ces groupes-là, qu'on appelle APT, vont pouvoir utiliser de la reconnaissance déjà pour récupérer vos infos personnelles, que ce soit vous, votre organisme ou autre. Ces infos personnelles, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'OSINT entre parenthèses, l'Open Source Intelligence. Donc, ils vont utiliser contre vous ce que vous partagez, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, au niveau des informations des entreprises, etc., etc. Après, il y a des registres publics comme Edgar aux États-Unis. Ils publient même la facture d'électricité des entreprises. Après, bien sûr, on envoie les mails de phishing ou spear phishing ciblés. On installe une porte dérobée avec un accès persistant au réseau ou sur la machine et on commence à exfiltrer les informations. Le but, c'est de durer dans le temps. Le but ici n'est pas de compromettre un système et de le détruire, mais le but, encore une fois, est de durer dans le temps et d'exfiltrer le maximum d'informations possibles pour pouvoir tout simplement récupérer des infos, que ce soit politique ou quoi que ce soit. Donc si on voit un petit peu la liste qui a été établie par Kaspersky, on voit bien qu'ici, on retrouve par exemple Octopus, donc qui est un malware qui est là, regardez, depuis 1990 et qui sévit toujours au niveau des entreprises et qui est toujours là et qui continue d'exfiltrer des informations et de données d'ambassades ou encore d'institutions politiques et ainsi de suite. Sans oublier qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, elle consiste en quoi? C'est les hackers en fait qui sont arrivés, des hackers russes, le groupe APT-44 iranien aussi, qui sont arrivés à la nouvelle génération d'attaques. C'est-à-dire qu'on va voler des marqueurs génétiques, nos marqueurs génétiques, et on va utiliser ces marqueurs génétiques pour générer des attaques qui dépendent de nos marqueurs en fait. C'est-à-dire pour quelqu'un qui aime la gratification instantanée, c'est un marqueur génétique. Qui aime aussi le jeu, c'est un marqueur génétique. Et qui aime encore la dépendance, donc tout simplement, ou qui a une dépendance de jeu, ben en fait là, ça devient facile de pouvoir le piéger dans des jeux ou des sites de phishing orientés jeux. Donc cette nouvelle génération d'attaques, elle consiste aussi à vous analyser vous, en tant qu'être humain, à analyser vos données personnelles, notamment vos marqueurs génétiques qui peuvent être partagés au niveau de plateformes. Par exemple, il y a des plateformes qui sont spécialisées dans l'analyse. Ben là, c'est des cibles de pirates. Les laboratoires d'analyse, c'est des cibles de pirates. Et ainsi de suite. Donc là, on est au prochain niveau. Donc vraiment aux attaques next-gen. C'est-à-dire que là, on va se baser sur quelque chose, disons, qui est inné en nous pour pouvoir structurer des attaques et être mieux ciblés. D'un autre point de vue, le problème vient de nos mots de passe. Donc entre ces deux mots de passe, pour vous, quel est le plus fort? Pardon? Les autres? Le premier, théoriquement, est dépendant dans longues années un pattern, c'est-à-dire l'utilisation de patterns très connus comme les étoiles, les points d'exclamation, d'interrogation et tout. C'est révolu. Les mots de passe, le premier, ou la différence entre le premier et le deuxième, c'est que le premier, il peut être généré. Vous faites du développement pour la plupart, on peut le générer. Le deuxième, il ne veut rien dire. Essayez de comprendre. Moi-même, je ne comprends pas. J'ai écrit, mais je n'ai même pas compris ce que ça voulait dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que les mots de passe peuvent être attaqués de trois manières. Soit par des dictionnaires, c'est-à-dire de mots de passe volés, qui en sont récupérés par les utilisateurs et qui vont pouvoir être exploités par la suite par des attaquants pour pouvoir structurer les différentes attaques. Donc après, bien sûr, excusez-moi, je vais fermer ça. Donc après, bien sûr, il y a eu beaucoup de problématiques donc avec ces mots de passe-là, notamment les fuites de données. Donc concernant les fuites de données, il faut savoir qu'il y a eu, plus précisément en 2019, justement, une fuite de données qui va jusqu'à, disons, 4 milliards de mots de passe que vous pouvez récupérer sur Internet ou utiliser des services comme Intelligence X pour voir si vos mots de passe font partie de cette base de données. Donc première des choses toujours à faire, c'est have I been pwned, vérifier si votre mail est dessus. Dès que vous allez voir votre mail, par exemple le mien, donc hop, donc là par exemple le mien a fait partie de plusieurs brèches de sécurité. 00 Webhost, Adobe et la collection 1, Dropbox et Whoz. Honnêtement, je ne savais même pas que j'étais inscrit sur Whoz jusqu'à que je le vois ici. À partir de là, vous voyez ce qu'il y a fuité. Vos mots de passe, si vous ne les changez pas, quelqu'un peut venir juste sur un service public comme ça, faire la recherche et retrouver tous vos mots de passe en clair et présenter bien sûr
ici. Il suffit d'utiliser un mail quelconque. Donc, par exemple, là, elephant.com. Pardon? EBF. Par exemple, donnez-moi l'email de BF. C'est quoi l'email de BF? Non, je le blacklist, ce gars. Il rentre plus. Un mot de passe, n'importe. On partage, n'importe quoi. Enfin, un email. Allez. Gamani, comme ça? Ouais. Hein? Haytham, comme ça? Voilà, arrobas. On va essayer. Non, T-A. Haytham. T-H? Non, T-A. Où ça? Haytham. C'est correct. Non, donc il n'a pas fait partie d'une fuite. Autre email? Le mien, il a fait partie. aboudia@webpic.info. Voilà, aboudia@webpic.info. Comme ça? Ah si, il y a des infos. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que tous les mots de passe vont être présentés en clair. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous à la fin la base de données. Je vais vous montrer que tous les mots de passe sont clairs. Et tout le monde peut construire des attaques directement par dictionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer les anciens mots de passe et ainsi de suite. Deuxième des choses, par brute forcing. Le brute forcing, est-ce que ça marche pour vous? La force brute, c'est-à-dire utiliser toutes les combinaisons possibles. Donc oui, ça marche, mais du temps. Le problème, c'est le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est plus intéressant de les utiliser. Et enfin, on a les attaques hybrides entre les deux. C'est ce qui est aussi le plus utilisé. Et si vous avez la puissance nécessaire. Il y en a d'entre vous qui vont me dire, ouais, la solution, c'est l'utilisation des approches d'authentification multifacteur. Alors, non. Non. Le multifacteur, c'est pas sécurisé. Donc, du coup, l'utilisation quand vous recevez un SMS, vous vous sentez en sécurité. Donc, non, en fait. Vous n'êtes pas en sécurité, en fait. La seule manière de vous sécuriser, c'est soit vous passez par une authentification sur des mails et bien sûr avec des numéros de téléphone que les utilisateurs ne connaissent pas. Sinon, vous passez par des trucs comme ça, des UBK, des clés qui comptent 20 € et avec quoi vous pouvez vous connecter directement. UBK, donc c'est des clés en NFC et USB et vous ne pouvez jamais vous connecter si vous n'avez pas ça avec vous. Et si vous le perdez, bah, c'est fini pour vous. Après, il y a une clé privée sur PC, mais il faut faire attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les attaques, principalement, sont perpétrées via réseau GSM. Donc vous, développeurs, vous pouvez rien faire, ou intégrateur, ou ce que vous voulez. Parce que c'est le réseau GSM, ce n'est pas votre problème en fait. C'est les intégrateurs, c'est les FAI qui ne veulent pas mettre à jour leur BTS et leurs composants. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, très cher. Et c'est à la base vulnérable, que ce soit pour de l'IMSI catching. Donc quand, par exemple, l'IMSI catching, c'est quoi? C'est quand on va se baser sur le numéro d'identification d'une SIM pour pouvoir intercepter les appels et SMS. C'est trop facile. Vous pouvez taper mon nom de famille sur YouTube, espace sniffing GSM. Vous avez une vidéo qui parle de ça sur YouTube. Sinon, ils peuvent passer par des attaques plus développées, comme des attaques qu'on appelle les failles SS7. Donc SS7, c'est normalement un protocole de signalisation, c'est-à-dire pour les gens qui font du roaming. Quand vous partez dans un autre pays, bah en fait, votre puce est connectée via le réseau SS7 au réseau de Maroc Télécom, par exemple, ou d'Orange ou quoi que ce soit. Donc, via une faille sur ce protocole, il vous faut juste un petit périphérique qui coûte 300 $, ça s'appelle une HackerF1, ou bien la Blade RF, mais je vous préfère la HackerF1 pour les plus curieux. Et en fait, on peut prendre le contrôle d'un autre numéro de téléphone et récupérer les mots de passe qu'on reçoit dessus, enfin les OTP, les petits mots de passe à usage unique et ainsi de suite. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, on a tendance à utiliser des API et des frameworks aveuglément. On ne modélise pas assez les différentes menaces qui peuvent apparaître. Et on a plusieurs failles dans le réseau GSM et qui ne dépendent pas de notre expertise. Donc ça devient compliqué de pouvoir gérer cet élément-là, surtout ces couches-là GSM, donc, qui sont vraiment assez critiques. Donc vu que le temps est limité, j'aurais aimé vous montrer une petite vidéo, mais vous pouvez juste aller sur YouTube, vous tapez SS7 attaque, vous avez une vidéo où une personne prend le contrôle d'un numéro WhatsApp juste pour faire le test qui est très intéressant. Après, donc là, ici, on a parlé des bases de données. Donc, vous avez Intelligence X, c'est très important pour vérifier vos mots de passe. Changez vos mots de passe tout le temps. Donc, changer vos mots de passe tout le temps, c'est très, très important. Et l'histoire, juste entre parenthèses, une petite information en plus. L'histoire des mots de passe qui changent tous les 48 jours, c'est plus d'actualité. Pourquoi on avait cette histoire-là de 72 jours? C'est parce que les machines n'étaient pas assez puissantes. Donc, du coup, c'était assez difficile de craquer des mots de passe. Donc, le temps maximal moyen, c'était de 72 jours. Là, maintenant, entre nous, on peut brute forcer un mot de passe, même juste avec son hash, en quelques secondes seulement. Donc, vous pouvez taper aussi mon nom sur YouTube. Je partage beaucoup des trucs gratuits, pas que payants. Et vous allez trouver, en fait, comment monter une machine pour brute forcer les mots de passe
sur Internet. Et ça, c'est très, très, très important. Et bien sûr, tous ces mots de passe qui ont fuité sont accessibles sur Internet à tout le monde. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut faire ce qu'il souhaite dessus. Il peut monter son dictionnaire et il peut vous attaquer tranquillement. Ça marche à tous les coups en entreprise. Je le fais personnellement quand je fais des pentests. Je repère les mails des entreprises, je récupère les mots de passe. Et généralement, c'est le même au niveau de la session ou le même au niveau d'autres éléments. Donc pour vous protéger déjà dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser l'OSINT. Pour l'Open Source Intelligence, faites des recherches sur vous en fait. Donc sur Google, sur Facebook, regardez ce que vous publiez, regardez ce qui est exposé et faites une recherche sur à la base de plusieurs ressources publiques. Si vous en avez besoin, vous me faites signe, je vous envoie un petit document texte avec tous les liens que vous pouvez utiliser pour vérifier votre exposition. L'exposition, ce n'est pas juste à propos de vous en tant qu'être humain, mais c'est aussi par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre maison avec vos objets connectés, vos webcams. Vous allez voir que ce qu'on va voir, c'est assez choquant quand même. Avant de pouvoir passer à la petite démo, qu'est-ce qu'un test d'exposition? Donc, c'est tout simplement un test qui consiste à énumérer tous les actifs présents sur le réseau public d'un organisme. Entre autres, tout ce qui va être connecté à l'extérieur. Tout point de connexion avec l'extérieur est un risque potentiel. C'est-à-dire que vous croyez que c'est bon, personne n'a votre adresse IP, c'est tranquille. Mais en fait, votre adresse IP, il y a ce qu'on appelle des mass scanners, des machines gigantesques qui sont là pour scanner toutes les adresses à IPv4 ou IPv6 sur Internet, et pour, à partir de là, faire remonter toutes les informations et les rendre accessibles sur Internet. On va donc voir un exemple avec Shodan, le moteur de recherche le plus connu dans le monde en matière de cybersécurité. Après, vous en avez d'autres. Censys, j'aime pas trop personnellement. Et vous avez ZoomEye, la version chinoise de Shodan, qui est largement plus intéressante. Et on va voir un petit exemple, très très simple. Donc, on va aller sur shodan.io. Donc là, je suis déjà connecté. On va faire un truc très très simple. On va taper juste un mot. Donc je ne vais même pas utiliser de filtre avancé, je vais taper juste un mot. Qui a des caméras de surveillance chez lui? Enfin, la plupart, je pense, d'entre nous ont au moins une caméra de surveillance. Donc si je tape webcam, que je vais vers image, donc là on a 3000 machines déjà accessibles sur Internet. Pour ceux que ça intéresse Shodan, vous pouvez aller sur condar.com. J'avais écrit un petit e-book dessus, il est présent sur Internet gratuitement. Voilà, et vous avez toutes les caméras accessibles sans mot de passe. Caméras des gens qui dorment, qui mangent, leurs enfants, la vie de tous les jours, tranquillement. Et tout le monde s'en fout. Le pire, c'est que j'avais déjà trouvé quelqu'un qui cultivait du cannabis et qui mettait des caméras. C'était le summum, au Canada. Et là, vous avez des gens un petit peu partout, des enfants qui jouent comme vous pouvez le voir, et c'est complètement hallucinant. Pour aller à quelque chose de plus technique, donc là c'est juste un exemple de base, prenons par exemple VNC. Qui utilise VNC ici pour l'accès à distance? Donc c'est une application, un protocole qui est utilisé pour l'accès à distance. Et généralement, la plupart du temps, par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Mais en fait, vous pouvez même utiliser les filtres ici avancés pour spécifier à l'application de trouver les différentes ressources sans authentification et accessibles. Et vous allez voir ce qu'on va trouver. Donc là, c'est juste en plus des recherches juste rapidement entre nous. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Voilà, je vais vers images. Donc je ne vais même pas me casser la tête avec les autres trucs. Et on a 6000 machines accessibles. C'est-à-dire 6000 machines avec du VNC contrôle à distance, équivalent d'RDP, sans mot de passe. C'est-à-dire on arrive, on se connecte directement. Donc on attend rapidement le chargement, voilà. Donc généralement, c'est ce que vous avez comme résultat de manière basique. Les ports ouverts, les métadonnées, l'emplacement géographique, les services qui tournent derrière, et même une petite prise d'écran si vous avez du VNC. Et tout ça, bien sûr, vous avez un petit API, enfin une interface de programmation que vous pouvez utiliser pour automatiser tout ça. Donc là, c'est des systèmes connectés avec VNC. On peut y accéder sans mot de passe et faire tout ce qu'on veut. Regardez un petit peu juste la catégorie des systèmes. Ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui ont fait de l'embarqué ou qui ont de l'expérience sur les environnements ICS SCADA. Personne? Donc là, en fait, c'est des systèmes de contrôle industriel qui sont utilisés pour contrôler des usines, pour contrôler des plateformes pétrolières, ou encore des restaurants. Ça peut être tout et n'importe quoi, du gaz, de l'électricité. Donc ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Donc là, vous allez voir sur la prochaine page, la plupart du temps, je tombe sur des trucs plutôt radicaux. Donc là, vous avez aussi d'autres, voilà, comme ici par exemple, la pression. Donc généralement, c'est des approches qui sont orientées vers des systèmes industriels. Donc imaginez un terroriste, il veut vraiment faire du mal. Il ne va même pas bouger de chez lui. Donc tout ça, dis-moi. Oui. Non.
Attends, je te montre rapidement. Non, non, voilà, un exemple. Par exemple, quand je fais des formations, je présente ça. Donc, c'est-à-dire que ça fait partie de l'OSINT. Donc, par exemple, là, je vais voir s'il y a des adresses IP encore accessibles. Je vais vous montrer un petit exemple. On va rien faire parce que c'est illégal. Mais on va juste voir que ça marche. Donc là, c'est des exemples de systèmes sur lesquels j'ai déjà effectué des exemples de tests. Donc, sinon, vous savez quoi? On va le faire ensemble. Donc après là, on n'a rien craqué, on n'a pas encore fait quelque chose de vraiment méchant. Mais bon, quelqu'un d'autre qui veut vraiment faire du mal à une entreprise, voilà, regardez, on va prendre ça, on récupère notre VNC, on saisit une adresse IP, ça continue de charger, au cas où je vais essayer de voir aussi une autre adresse, parce que parfois vous pouvez tomber dans le cas où l'adresse IP a changé entre temps. Donc il faut être prêt entre parenthèses à ces éventualités. Et bien sûr, vous avez le pire dans tout ça, c'est même pas le fait qu'on puisse avoir cette partie-là sans authentification. Le pire, c'est les institutions qui utilisent ces technologies. Ça charge toujours. Voilà, donc là, regardez. J'ai la petite erreur, comme quoi il n'y a pas de chiffrement. On fait continuer. J'amène mon truc, et voilà, vous avez le système. Sans rien faire. Et partout dans le monde, même au Maroc. Donc on peut faire un filtre Maroc, c'est illégal, je ne veux pas rentrer dans des trucs pas très nets, mais globalement, donc là le mec il est en train de taper la commande en fait. Mais même au Maroc, on retrouve des infrastructures comme celle de l'ONCF, comme celle d'autres structures qui sont exposées et qui peuvent faire de très très gros dégâts. Et là c'est juste une démo de 2 secondes. Donc comme je vous ai dit, il y a un e-book gratuit sur internet que j'ai écrit dessus, donc vous pouvez le récupérer rapidement. Et en fait, tout ce que vous allez faire va rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle la veille, la veille en cybersécurité. Donc c'est quoi la veille à la base? C'est tout simplement l'ensemble des techniques et outils qui vous permettent d'identifier des menaces. Une menace, c'est pas juste une faille, c'est aussi une campagne d'attaque. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, les attaques ils vont viser des organismes, des institutions, des cibles, pas des cibles, mais des domaines bien spécifiques, comme de l'énergie ou autre. Après, le but est de pouvoir rester à jour et bien sûr, corriger les différents écarts. Bien sûr, avant de le faire, il faut enlever l'ambiguïté sur quelques termes qui sont très importants à connaître. Donc là, je parle vraiment aux gens qui sont dans l'IT. Le terme exploit, tout d'abord, qui veut surtout dire une vulnérabilité. En fait, c'est le code pour exploiter une vulnérabilité. Donc quand vous développez par exemple, ou informaticien globalement un POC, que ce soit en web, en IoT ou quoi que ce soit, parfois vous voulez tester une vulnérabilité s'il est existante. Mais en fait, quand vous utilisez un code, c'est un exploit. Cet exploit permet de pouvoir utiliser une faiblesse. La faiblesse, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, elle est de 2 types. Soit une vulnérabilité publique, soit elle devient zero day. C'est-à-dire une vulnérabilité privée qui est vendue. Donc, pour tout le monde. Je vous montrerai les sites par la suite. Parce qu'une vulnérabilité aujourd'hui, ça peut coûter jusqu'à 5 millions de dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouvez une vulnérabilité sur Android, notamment sur leur nouvelle puce qui est sortie il y a 4 jours, en fait, vous êtes payé 5 millions de dollars, tout de suite, cash. Et ça, c'est très important. Parce que ça motive un petit peu les utilisateurs, enfin les attaquants, et ainsi de suite. Quand vous faites une erreur dans le code qui résulte, ou qui donne comme résultat une vulnérabilité, pour les développeurs, je parle, pour tous les langages, on appelle ça une CWE. Un Common Weakness Enumeration. C'est un numéro unique. On va en discuter avec les CVE, je vais vous montrer pratiquement vite fait. Et bien sûr, chaque vulnérabilité ou chaque erreur de code qui va donner suite à une vulnérabilité a un score. Le score dans ce cas-là, c'est le CWSS, Common Weakness Scoring System. Et ça vous permet de prioriser les vulnérabilités à traiter dans votre code. Même si vous utilisez SonarQube, même, je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent déjà, ou encore des applications comme Rips ou Xanitizer pour les gens qui font du J2E, en fait, vous avez les résultats en CWE. Ils ne vous disent pas, voilà, il y a une vulnérabilité ici. Après, il faut creuser. On a les CVE. CVE, c'est plus intéressant et plus global pour nous tous. CVE, c'est pour Common Vulnerability Exposure. C'est un numéro unique qui est donné à chaque vulnérabilité. C'est-à-dire un code spécifique. C'est ce que vous avez dans vos rapports. CVSS, pareillement, c'est le score. Et il y a 2 termes, donc l'OSINT, on en a discuté au début. Il y a 2 termes que je voudrais rapidement vous exposer. C'est surtout le red et le blue teaming. Le red teaming et le blue teaming, c'est simplement l'équipe bleue et l'équipe rouge. L'équipe rouge qui s'occupe de l'attaque, et une équipe bleue qui ne sait pas logiquement que l'attaque
est en train de se passer, et on est en train de mesurer leur degré de réactivité face aux attaques pour voir vraiment s'ils sont réactifs physiquement, logiquement, mais aussi en essayant de pouvoir usurper la confiance humaine via ce qu'on appelle des attaques de type ingénierie sociale. Du temps, les gens utilisent. Donc globalement, premièrement, dans les exigences de sécurité, c'est là où, dans la définition des besoins, il ne faut pas oublier de définir les besoins et les exigences en matière de cybersécurité. Par la suite, dans votre conception, en fait, pareil. Quand on va concevoir, on doit prendre en considération l'aspect sécurité, les standards de développement sécurisé, vous en avez plusieurs, notamment celui de l'OWASP, qui est le meilleur. Vous devez faire de la modélisation des menaces, c'est-à-dire quels sont les différents points d'attaque potentiels que je peux avoir sur mon application, sur ma plateforme ou au niveau de mon projet. Et vous avez l'architecture sécurisée qui doit être utilisée. C'est-à-dire que si je veux monter mon projet, je peux monter une application sécurisée, mais je vais déployer sur un Nginx qui est vulnérable et qui n'a pas été mis à jour depuis 10 ans. Ça sert à rien. Ou un Windows 2008 R2, serveur, où je ne vais même pas installer de patch dessus. C'est pas intéressant. C'est-à-dire que c'est comme si vous bâtissiez quelque chose de magnifique et en fait vous transportez dans un véhicule qui va forcément tomber en panne en route. Donc c'est pas intéressant. Au niveau de développement, bien sûr, vous avez le standard de développement sécurisé, les patterns et les frameworks de sécurité, et bien sûr les meilleures pratiques au niveau sécurité. Je vous conseille toujours de vous référer aux meilleures pratiques présentées par exemple par HackerOne ou encore Bugcrowd qui font du bug bounty. Bug bounty, c'est quand vous êtes payé pour trouver des failles. Et après, ils prennent les failles les plus connues et vous mettent des guides de meilleures pratiques. Donc là, il n'y a pas mieux. Parce que la plupart du temps, au niveau académique, et je vous le dis entre parenthèses, vous n'allez rien trouver. Que ce soit en école, en cours et ainsi de suite, ça ne sert à rien. Il faut aller sur le terrain, il faut prendre des retours sur expérience des gens et essayer d'être le plus autodidacte possible. Si vous n'êtes pas autodidacte, c'est mort. Enfin, ça, généralement, technologiquement parlant. Vous avez la capacité, tout le monde a la capacité, vous avez Internet, vous devenez qui vous voulez, quand vous voulez. Il faut juste de la persévérance. Après, bien sûr, vient la phase de test. Après, bien sûr, là, on va faire du revue de code statique et du revue de code dynamique. Donc là, on va lancer des applications automatisées ou tout simplement, on va tester sur notre application en cours d'exécution. Donc soit de manière statique, avant de pouvoir héberger ou déployer notre app, ou bien par la suite de manière dynamique sur notre application. Par la suite, on va le déployer bien sûr de manière sécurisée, comme on l'a dit, à travers, et bien sûr les protocoles. Faites très attention aux protocoles que vous utilisez, aux services exposés. Et enfin, bien sûr, pour la partie maintenance, toujours pensez à une amélioration continue, surtout en termes de cybersécurité, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'entreprises qui le font, mais en cyber, ce qui est bon aujourd'hui n'est pas forcément bon demain. Ce qui est bon à l'instant T n'est pas bon à l'instant T plus 2. Et la sécurité à 100%, ça n'existe pas. C'est un mythe et ça le restera pour toujours. C'est un mythe, la sécurité à 100%. Vous êtes toujours faillible. On est tous toujours faillibles. Donc pourquoi ? Parce qu'on dépend d'une technologie qui est à la base vulnérable. Notre ordinateur est à la base vulnérable parce que déjà le processeur, il ne fait pas la différence entre une donnée et une instruction. Donc pour lui, c'est la même chose. Donc c'est impossible d'avoir un jour une sécurité parfaite. Bien sûr, il faut différencier deux approches. Le security by design ou le hardening, le durcissement. By design, c'est lors de la conception. Donc on met en place une approche de sécurité globale. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de pouvoir sécuriser avant d'avoir la vulnérabilité. Et enfin, le hardening. Donc le hardening, c'est le durcissement de vulnérabilité. On attend qu'il y ait une faille ou un problème pour résoudre. Ça ne va jamais finir. C'est comme le jeu de la top. Vous tapez la top, elle sort d'un autre coin et ça continue comme ça. Et avant de passer à d'autres éléments, j'aimerais juste discuter des antivirus. Il y a plusieurs personnes qui utilisent des antivirus et qui croient qu'ils sont sécurisés. Non. Un antivirus, il arrête ce qu'il connaît. Un antivirus, un anti-malware, une solution de protection, elle arrête ce qu'elle connaît. Si vous, demain, vous déployez un malware et vous ne le publiez pas sur Internet, sur Virus Total ou autre, vous essayez de l'analyser, votre antivirus, il n'y verra que du feu. Parce que votre antivirus, il est programmé pour ça. Il n'a pas encore la capacité de penser tout seul. On peut avoir ce qu'on appelle des IOC, des indicateurs de compromission, comme des librairies qui sont bizarres, comme des programmes qui essaient de manipuler des niveaux bas au niveau du kernel ou autre, mais l'antivirus tout dépend de votre comportement en fait. C'est plus important que l'antivirus. Je vous défie, maintenant vous avez un système à jour, pas d'antivirus, pas d'anti-malware, rien du tout. Vous ne ferez jamais infecter. Sauf si vous effectuez une action. Donc tout dépend de votre comportement.
Et à la place d'utiliser toujours des antivirus qui coûtent de plus en plus cher, je vous invite à juste activer votre Defender, c'est plus que suffisant avec la dernière mise à jour, et d'utiliser des plateformes d'analyse en ligne qui utilisent des moteurs ou des multimoteurs d'analyse, tels que par exemple Hybrid Analysis. Vous arrivez avec votre page web ou n'importe quel binaire, vous le lancez, il s'occupe de scanner, ou encore des plateformes d'analyse en ligne comme App Run, où vous pouvez même avoir des prises d'écran, le suivi des exécutions et ainsi de suite. Et ça vous permet de pouvoir vraiment être précis et être sûr que ce n'est pas malveillant. Donc là, si on parle d'un terme organisme. Pour vous, personnellement, il n'y a pas mieux, virus total, plus votre logiciel anti-malware, antivirus, vous pouvez appeler ça comme vous le souhaitez. Et c'est plus que suffisant. Mais en fait, c'est vous qui définissez le niveau de sécurité que vous aurez. C'est votre comportement avec la machine. On revient toujours, si vous vous rappelez, au premier point, qui est la confiance numérique, le plus gros problème. Et tout ça, ça n'a posé que des problèmes. Et en même temps, ça a permis d'avoir un nouveau terrain de chasse, un nouveau terrain de guerre, cyberguerre, qui a commencé d'ailleurs, tout d'abord, par des organismes, des pays qui ont eu leurs cyberarmées. La première, c'est l'Inde, la Chine, suivie par la Russie, entre parenthèses, c'est les meilleurs, et d'autres pays. Le Maroc essaie aussi de monter son cybercommandement, donc ça va doucement, mais ça va. Premier gros choc qui a vraiment, disons, ouvert les yeux au monde, c'est le choc de l'Iran, l'attaque de Stuxnet. Stuxnet, c'est donc un malware qui a attaqué les usines iraniennes, donc les usines nucléaires. Donc les USA ne pouvaient pas attaquer directement les Iraniens, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé un malware. Je vous le dis clairement, j'ai passé toute ma vie à l'analyse de malware. Quand j'ai vu Stuxnet, j'ai rien compris. C'était du gribouillis parce qu'ils utilisaient des fonctions à caractère militaire. Donc des fonctions processeurs, des fonctions en assembleur sur Intel, mais vraiment cachées. Donc leur objectif, c'était quoi? C'était de faire sauter des centrales nucléaires sans bouger. Et ils ont réussi. Ils ont explosé 6 centrales nucléaires, plus de 600 centrifugeuses. Comment? Qui connaît un peu l'histoire? Pardon? C'est ça. Donc ils ont jeté des clés USB partout sur Internet, enfin par Internet, sur le parking. Et en fait, quand les gens sont arrivés, ils ont pris la clé, ils ont branché, c'est mort. Et NotPetya, le deuxième cas le plus critique, c'est NotPetya. Qui connaît un petit peu l'histoire de NotPetya? Donc NotPetya, vous vous rappelez en 2017 l'attaque WannaCry? Bah NotPetya, c'est venu direct après. Donc c'est quoi l'histoire? C'était qu'on croyait que ça s'appelait Petya au début, ça visait principalement l'Ukraine. On a cru au début, ok, on s'est dit c'est un malware, c'est un ransomware aussi, qui va chiffrer nos données et qui va demander une rançon. Mais en fait non, NotPetya c'était une arme de destruction massive qui a visé l'Ukraine et qui a mis HS le pays. C'est un petit peu le terrain de jeu des Russes. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont entraînés sur le pays et ils ont réussi à monter des malwares qui permettaient de pouvoir mettre HS toute une infrastructure d'un pays quelconque. Et là, c'est vraiment assez bluffant parce que ça fait que commencer. Donc, c'est-à-dire que là, notre Internet, qui était là au début pour être un cyberespace utopique de partage d'informations, et là, il s'est transformé carrément, tout d'abord, en un supermarché virtuel, et là, en un terrain de cyberguerre. Et là, Israël possède la première arme de destruction électromagnétique. C'est-à-dire que c'est des bombes, mais ce n'est pas vraiment des bombes, ça grille que tous les circuits électroniques qui sont dans le monde. C'est-à-dire tout circuit, dans un rayon de 250 km, vous imaginez tous les circuits électroniques, démarreurs de voitures, ordinateurs, portables, tout. Et là, c'est le vrai terrorisme. Là, on arrive vraiment au sens même du mot détruire un pays. Et c'est eux, maintenant il y a l'Inde aussi, à ce qui paraît qui ont aussi, et les Russes qui l'ont développé depuis des années. Un dernier point avant de finir, donc là je suis à 43 minutes, je pense, on va être limite au niveau temps. Donc, mais je vais vous présenter les 2 derniers slides. C'est juste pour vous dire, entre-temps, ne faites pas confiance à ce que vous lisez sur Internet. Donc Internet, comme on l'a dit, c'est un environnement de cyberguerre, mais c'est aussi un environnement de propagande. C'est-à-dire vous trouvez de tout. Aujourd'hui, avec les outils de plus en plus poussés, que ce soit au niveau big data, analyse et automatisation de tâches avec des systèmes de deep learning ou machine deep learning, etc., avec la partie open source ou l'OpenAI, qui a vu la publication de l'OpenAI, qui permet d'écrire des articles ou de générer des articles automatiquement à partir d'un dataset. Donc, voilà, donc ça permet de générer des informations automatiquement. Donc il y a eu, donc je prends l'exemple de la France parce que j'ai pas envie de montrer le Maroc, parce que sinon on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et tout faire, il va être énervé après. Je préfère.
Je préfère être tranquille. Non, mais là, ils sont tranquilles en France. Donc là, par exemple, Mélenchon et Le Pen. Donc là, c'est les nouvelles. Ça, c'est tout nouveau, en fait. C'est les campagnes en 2022. Donc là, tous les comptes qui ont été analysés sont des comptes qui ont utilisé de la propagande. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé des robots, qui ont utilisé une manipulation globale, donc des réseaux, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui ont fait du data mining derrière, qui ont bien structuré leur approche et défini leur cible. Et bien sûr à manipuler, donc, pour manipuler donc, le maximum des électeurs, comme on a pu le voir, et je pense que vous le sentez un petit peu dernièrement, même au Maroc sur Facebook, on voit un petit peu les visages se répéter, on voit les vidéos, on voit les images, enfin des articles surtout qui touchent le PJD, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, c'est pas forcément vrai, il faut faire très attention à ce qu'on lit. Et là vous avez quelques exemples, vous pouvez faire la même recherche sur des sites marocains, des pages marocaines, vous allez trouver la même chose. Donc la plupart du temps, ils sont créés en Ukraine, enfin ils sont gérés depuis l'Ukraine. Est-ce que vous trouvez ça logique? À savoir que les Ukrainiens et les Russes, c'est eux qui ont développé ces méthodologies de propagande. Et il n'y a pas que. C'est incroyable. Il y en a même qui changent juste le nom des pages, qui ont les mêmes followers. Et vous avez des utilisateurs qui n'existent même pas. Preuve en plus, vous avez aussi les codes de tracking du Google Analytics par exemple. Et là, quand vous allez faire votre petit whiz dessus, vous trouvez en fait que c'est utilisé sur plein de sites de propagande, notamment russes, américains ou encore français. Et ça va très très loin parce qu'on retrouve même les adresses en Russie au niveau de plusieurs sites donc politiques ou plusieurs plateformes politiques. On peut faire pareil au Maroc, mais on va éviter, sinon vous pouvez le faire vous-même et c'est juste pour vous dire, faites attention parce que Internet aujourd'hui, vos informations personnelles vont être utilisées contre vous, comme le cas Cambridge Analytica avec Facebook. Faites très attention, vérifiez les informations. Il faut juste dépasser en fait le seuil parce qu'on est ça s'appelle, je me rappelle du nom exactement. On appelle ça des déclencheurs, mais on appelle ça aussi un effet... pardon plus que ça, c'est plus critique même. Et c'est... Attendez. Amorçage, c'est l'effet d'amorçage. C'est-à-dire qu'on vous prépare en fait à une nouvelle, sans que vous le sentiez. Et à un moment, en fait, votre cerveau, il est prêt à apprendre l'information, puisqu'ils vous ont préparé comme il faut. Donc faites attention à ce que vous lisez. Et pour les gens qui s'intéressent à la cybersécurité, l'avenir... il va être principalement dans les systèmes industriels. Les systèmes ICS là, il n'y a aucune sécurité, il n'y a rien, zéro base de sécurité. Les protocoles ont été déportés d'une approche, sériale, donc pour ceux qui sont assez anciens dans le milieu, donc d'une approche série, et ils sont été déportés sur du TCP/IP, c'est-à-dire il n'y a pas de sécurité. C'est les usines nucléaires, les usines électriques, n'importe quelle usine, tout ce qui touche à l'industriel, ça reste un chemin à suivre. Il y a l'IoT, qui est très très intéressante, mais aussi le chiffrement, qui va tout changer. Donc je finirai rapidement par cette petite pensée à vous tous, ou avec vous tous. C'est les processeurs quantiques. Donc il faut savoir qu'IBM et Google ont déjà développé leur propre processeur quantique. Il faut savoir que ça va être mis en prod très très prochainement. Et quand on aura les processeurs quantiques qui vont devenir commercialement, entre parenthèses, accessibles, ça va être un gros problème. Parce que tout ce qu'on connaît au niveau sécurité va disparaître. Parce que ce qu'on déchiffrait en plusieurs semaines ou plusieurs années, ou presque jamais, petit exemple avec les courbes elliptiques qui sont utilisées par les crypto-monnaies, va être où on peut donc le casser jusqu'à 100 millions de fois plus rapidement. Et là, c'est quasiment toute l'histoire qui va... Et on a Google qui arrive à la suprématie quantique, c'est-à-dire au niveau de calcul le plus haut qu'on ne peut jamais atteindre. Donc après, il y aura toujours des surprises, il y a beaucoup de choses à faire. Et rapidement, la sécurité, c'est quelque chose que nous tous, on va pouvoir appliquer. Donc, c'est-à-dire que c'est notre comportement qui va définir le niveau de sécurité, que ce soit de notre application, de chez nous, de nos caméras de surveillance, de toute la stack, c'est-à-dire de la partie physique jusqu'à la partie applicative. Donc voilà, c'était globalement la petite présentation rapide. J'ai essayé d'aller assez rapidement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et voilà, globalement.